philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Buongiorno, après 2 mois enfermés en confinement chez nous, nous en avons assez. Nous avons besoin de soleil, de joie de vivre, de costumes clairs, de cocktails, de cravates colorées et d'Italie. C'est pourquoi je ferai toute cette vidéo avec cette musique en fond sonore et un accent italien. Non, je plaisante. En revanche, j'espère sincèrement que vous allez bien, que vos 2 mois de confinement se sont passés aussi bien que possible et que vous revenez maintenant progressivement, comme tout le monde, à la vraie vie et à ce qui, à mon sens, est la chose la plus importante au monde, à savoir la rencontre de l'autre. Si je me suis habillé d'une façon un peu plus voyante que d'habitude, c'est parce que dans ces temps de renaissance, j'avais très envie de vous parler d'un sujet assez personnel et qui me tient particulièrement à cœur, le dandysme. Alors le dandysme n'est pas à proprement parler un sujet ou un concept purement philosophique, mais il se trouve que le dandy est une figure qui a donné à penser à plusieurs philosophes. Camus parle de la révolte du dandy dans son Homme révolté. Jean-Paul Sartre, un autre philosophe existentialiste, parle du dandysme dans son essai sur Baudelaire. Roland Barthes a également écrit de très belles choses sur le sujet, la psychanalyste Françoise Dolto également, d'ailleurs nous reparlerons d'elle tout à l'heure. Alors, pour vous parler du dandysme, je vais procéder en 3 étapes. Premièrement, comment bien choisir sa cravate. Deuxièmement, comment correctement nouer un vrai nœud papillon, c'est-à-dire un nœud papillon qui n'est pas déjà noué, évidemment. Enfin et troisièmement, je vous expliquerai pourquoi il n'est vraiment pas possible de porter des chaussettes qui ne vont pas jusqu'aux genoux. Non, là aussi, je plaisante. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai justement pas ou quasiment pas de vêtements et encore moins de mode. Pourtant, lorsqu'on parle de dandysme et qu'on ne sait pas trop de quoi on parle souvent, généralement, du vêtement et uniquement du vêtement. Dans les années 90, je me souviens même avoir entendu un journaliste qualifier le cycliste Marco Pantani de dandy, parce qu'il portait des chaussettes jaunes, à l'époque interdites par le règlement du Tour de France. Alors personnellement, j'aime beaucoup Marco Pantani, mais non, je ne crois pas qu'on puisse le qualifier de dandy. Et quand j'entends dire, par exemple, que Frédéric Becbédé serait un dandy, alors là, je réponds, pourquoi pas une quiche lorraine? Comme le dit très joliment mon ami Massimiliano Moccia di Cogliola, qui lui est un vrai dandy et un vrai accent italien, les vêtements ne sont que la partie visible de l'iceberg du dandysme. Et Massimiliano a parfaitement raison. Juste entre nous, Massimiliano, en vrai, il s'appelle Jérôme Pichu, il est né à Dunkerque et il est ch'ti, mais chut. La question du coup, c'est, si ce n'est pas essentiellement une question de vêtements, qu'est-ce donc que le dandysme? Qui est le dandy? Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. Goldorak! Mais que ça devient n'importe quoi ces vidéos, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie de rigoler et de faire des conneries, et pourquoi pas même j'ai envie de manger de la glace aux anchois. Si j'aime la glace aux anchois, c'est mon droit, c'est mon droit. Reprenons. Comme vous commencez à le comprendre, en fait, je n'ai pas vraiment envie de définir le dandy et le dandysme. Parce que fondamentalement, la grande tâche du dandysme, c'est d'échapper à toute étiquette définitive et justement à toute définition figée. Ainsi, une bonne stratégie serait de commencer par dire ce que le dandysme n'est pas. La figure du dandy est souvent associée à celle du gentleman ou celle de l'excentrique. Personnellement, je pense que le dandysme a un peu à voir avec ces 2 registres, mais que fondamentalement, il les transcende et il les dépasse. Le gentleman est une figure d'inspiration britannique dont le nom vient du français gentilhomme et qui correspond pour ainsi dire à l'homme respectable sur tous les plans. Il est habillé comme il faut, il est poli, il respecte les codes de savoir-vivre, etc. Le gentleman est donc remarquable par ses qualités, mais fondamentalement, il ne se fait pas remarquer. Il se fond plutôt dans le décor et aussi dans les valeurs de la société dans laquelle il est né. L'excentrique, quant à lui, va au contraire s'excentrer de la norme sociale, afin de s'en distinguer de manière parfois un peu caricaturale. En ce sens, de manière dialectique, l'excentrique est toujours fondamentalement lié à la société et à ses normes. Il les transgresse afin finalement que la société le reconnaisse en tant qu'excentrique. Ma conviction est que le dandy appartient à une autre catégorie.
Il peut bien sûr se comporter de manière élégante comme un gentleman, ou s'autoriser au contraire des excentricités, voire de franches provocations, mais son but n'est pas fondamentalement d'être dans la norme ou en dehors de la norme. Mais alors, c'est quoi le but du dandy alors? Moi, je comprends rien, hein? S'il vous plaît, garçon, un autre cocktail, le même, oui, le même. Le but du dandy... Non, c'est moi, je me déguise. Je me déguise en fait, c'est moi. Je vous ai bien lu, hein? Je vous ai bien lu, ouais. Le but du dandy est d'établir de nouvelles normes, parce que le dandy est fondamentalement un artiste et un créateur. Sauf que son œuvre d'art principale, c'est sa vie tout entière. Le dandysme est son œuvre d'art. Et contrairement à ce que l'on pourrait parfois penser, sa démarche n'est pas exclusivement narcissique et égocentrée. Le but du dandy est de changer, d'améliorer le monde. Autrement dit, le dandy est un révolutionnaire. En ce sens, le dandy est un des grands précurseurs de l'idée de vie comme œuvre d'art, ou de vie comme mode de vie, ce qui est une idée très romantique. En ce sens également, il existe selon moi une véritable filiation, une sorte de fil rouge commun, entre le dandysme et les mouvements d'avant-garde du XXe siècle, tels que Dada, le surréalisme, le situationnisme et même le mouvement punk des années 70-80, qui mettaient tous en avant l'idée d'un mode de vie singulier et inimitable, comme une œuvre d'art. Comme le dit le philosophe Gilles Deleuze, que je cite souvent ici parce que j'aime beaucoup Deleuze, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. J'aimerais donc vous expliquer maintenant en quoi l'œuvre d'art, qu'est la vie du dandy, constitue un acte de résistance, comme le dit Deleuze. Le dandy apparaît à la naissance de la modernité, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Il y aurait énormément à dire sur la notion de modernité, mais pour le dire de façon rapide et sous l'angle qui nous intéresse ici, la modernité correspond au basculement de l'Occident, puis progressivement du monde entier, dans une société essentiellement dominée par le commerce, le travail et la technique. La conséquence évidente de ce basculement, c'est que nous sommes progressivement passés, il y a 2 ou 3 siècles, d'une société aristocratique qui se préoccupait essentiellement de grandes valeurs chevaleresques, de religion et de droits divins, à une société qui se préoccupe essentiellement d'économie, de gestion, de commerce, d'industrie. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de contester la valeur et les apports de la modernité, de l'esprit des Lumières, tous leurs apports manifestement positifs, encore moins de faire un éloge anachronique de l'époque des aristocrates et des bons rois fainéants. Ce qui est toutefois problématique dans la modernité, c'est son caractère horizontal. La modernité, en quelque sorte, ne se préoccupe que de ce qui se trouve à hauteur d'homme. Trouver des solutions à des problèmes, produire, gérer, consommer. Ok. Tout ça c'est bien joli et la modernité a énormément d'avantages incontestables. Mais on peut quand même trouver que tout ça manque un peu de verticalité, c'est-à-dire d'élévation vers des valeurs et des préoccupations un peu supérieures. On peut ici penser à ce que le philosophe Nietzsche écrivait dans l'une de ses considérations intempestives, celle qu'il consacre au compositeur Wagner. À présent, il n'est plus rien resté de sérieux dans l'âme moderne, que le souci des nouvelles qu'apportent les journaux ou le télégraphe. Tirer parti de l'instant, et afin d'en tirer parti l'évaluer le plus rapidement possible, on croirait qu'il n'est resté aux hommes de maintenant qu'une seule vertu, la présence d'esprit. Malheureusement, c'est bien plutôt l'omniprésence d'une avidité sordide et insatiable, et d'une curiosité toujours en éveil chez tous. Ce siècle est vulgaire, on s'en aperçoit dès maintenant, car il honore ce que les siècles plus anciens et plus nobles ont toujours méprisé. Et nous touchons ici du doigt le sujet dont je voulais justement vous parler, c'est-à-dire la notion de vulgarité. Malgré tous ces avantages, la modernité a fondamentalement quelque chose de vulgaire. Si l'on ne veut parler que du vêtement, la modernité va correspondre à l'avènement de la production industrielle de masse, c'est-à-dire à la standardisation. L'élégance aristocratique, aussi bien que l'élégance paysanne ou l'élégance ouvrière, vont lentement disparaître au profit d'un style vestimentaire finalement très unifié. Dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est même le caractère purement fonctionnel et confortable du vêtement qui s'est largement imposé. Par son vêtement, mais aussi et surtout par sa vie tout entière, le dandy est celui qui va tenter de résister à ce qu'il voit comme une marée montante de la médiocrité et de la vulgarité.
Il faut noter d'ailleurs que bien souvent les dandys ne sont pas des aristocrates ni même des individus particulièrement fortunés. Mais comme tout artiste digne de ce nom, ce sont des êtres qui sont mus par un profond désir de vérité. Ils appuient donc toujours là où ça fait mal. Brummel, par exemple, le premier des dandys, qui n'était pas un aristocrate, va s'approprier les codes vestimentaires de l'aristocratie, mais en les subvertissant de l'intérieur, en les transcendant par son élégance véritable. Il va démontrer que l'aristocratie décadente de son époque n'est finalement plus qu'une mascarade, un simulacre d'élégance qui n'est en fait que de la vulgarité. Autrement dit, on peut porter une cravate par simple conformisme pour se donner un air de personne fréquentable, ou bien on peut porter une cravate comme un peintre ou un sculpteur qui choisirait une couleur ou une forme pour dire et incarner la beauté absolue, la grâce véritable et une sorte de noblesse universelle. Notons au passage à propos de la cravate qu'il y a aujourd'hui quelque chose d'un peu comique à entendre encore des gens dire que le fait de ne pas porter une cravate serait un signe d'insoumission et d'anticonformisme rebelle. Puisque bien évidemment, la norme de la société fonctionnelle, moderne, efficace, purement économique et confortable est de ne pas porter de cravate. Dans cette même idée de détourner les codes de l'élégance pour incarner une forme de résistance et pour dévoiler une forme de vérité, j'aimerais évoquer ici le phénomène des sapeurs en Afrique, et en particulier au Congo-Brazza. La sape congolaise est également une manière de s'approprier des codes qui n'appartiennent pas forcément à votre culture et à votre milieu social, en les rejouant à votre manière, dans le but de dévoiler une certaine noblesse d'âme et une élégance personnelle véritable que vous portez en vous. En l'occurrence ici, il s'agit de s'approprier les codes de l'occidental colonisateur, le costume, la cravate, le chapeau, etc. Mais pour les rejouer à la congolaise et donc à sa manière. S'habiller avec élégance et même avec un certain luxe dans un des pays hélas les plus pauvres du monde est à mon sens une manière assez héroïque de prouver sa propre dignité au sein même d'une condition humaine difficile, voire franchement tragique. Justement, ce dernier exemple constitue une bonne transition vers un second aspect du dandysme dont j'aimerais maintenant vous parler, la dimension plus psychologique et métaphysique du dandy. Dans un texte qui m'a beaucoup touché, la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto a très joliment parlé du dandy. Ce texte de quelques pages à peine s'intitule « Le dandy solitaire et singulier » et je vous recommande vivement de le lire en complément de cette vidéo. Dans ce texte, Dolto explique que l'absence de père, qui est apparemment un classique dans le dandysme, oblige le dandy à chercher une autre figure d'opposition. Ainsi, ne pouvant pas s'opposer à la figure paternelle, le dandy va s'opposer à la prochaine figure d'autorité qu'il va croiser sur son chemin. Et en l'occurrence, il s'agit de Dieu lui-même et sa création, c'est-à-dire le monde tel qu'il est et la condition humaine dans son ensemble. Alors évidemment, on se rend bien compte que rentrer en compétition avec Dieu, ça pose quand même quelques gros problèmes, parce que bien sûr, on est absolument sûr de perdre. Autrement dit, il y a dans le dandysme, au-delà de son aspect socialement et politiquement provocateur et démystificateur, il y a une autre dimension qui relève plutôt d'une lutte héroïque et donquichotesque existentielle. Une sorte de combat perdu d'avance, mais qui vaut néanmoins la peine d'être mené contre la médiocrité dans l'absolu. Non seulement la médiocrité d'une époque ou de la petite bourgeoisie ennuyeuse qui ne pense qu'à ses sous et ses petites affaires, mais la médiocrité fondamentale de l'homme dont le destin ne serait que de traverser la vie en tentant de survivre tant bien que mal, avant de vieillir, de s'effondrer et puis de disparaître. Face à cette condition tragique, ce qu'il y a de touchant, je trouve, dans le dandy, c'est qu'il ne va pas baisser les bras, même si son combat est perdu d'avance. D'où par exemple dans le dandysme, cette recherche de l'éternelle jeunesse, dont il est notamment question dans le fameux portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, livre et auteur dandy par excellence. D'où surtout chez le dandy une volonté très forte de conjurer la tragédie de la condition humaine dans son ensemble. Pas seulement avec des mots ou avec des créations littéraires ou artistiques, mais avec des actes et une vie comme œuvre d'art dans sa totalité et au sens le plus fort du terme. Autrement dit, une incarnation. C'est justement de ce terme d'incarnation que je voudrais un peu parler maintenant. Car dans une époque qui aime beaucoup les incantations, la communication, le marketing et la gesticulation, il me semble important de parler d'incarnation. Il est en effet assez simple de dénoncer la médiocrité humaine, de pointer du doigt les autres en disant que ils ou que on devrait faire ceci ou cela pour que le monde soit meilleur.
Mais c'est une toute autre paire de manches que de tenter de le faire soi-même, c'est-à-dire de produire l'effort et la discipline nécessaires pour incarner l'idéal humain que l'on souhaite défendre. Une vie comme œuvre d'art consiste à appliquer à sa propre vie dans son ensemble une démarche similaire à celle de l'artiste. Or, la démarche d'un artiste authentique ne consiste pas simplement à prendre des poses d'artiste, à faire des incantations d'artiste, c'est avant tout un travail, une discipline, un effort, un apprentissage et une recherche qui peut éventuellement durer toute une vie. L'art comme méthode. Voilà ce que pratique fondamentalement le dandy. Il applique la méthode de l'art à la vie tout entière. C'est pourquoi le dandy, comme l'artiste, visera toujours la vérité et produira l'effort nécessaire pour la dévoiler. Car si le dandy a bien sûr un côté mystificateur et illusionniste, il est avant tout un démystificateur. Comme un artiste, le dandy prendra aussi les risques qu'il faut prendre pour défendre et incarner cette vérité, quitte à en payer parfois le prix fort, celui du rejet, de l'incompréhension ou de la haine de ceux qui ne veulent surtout pas voir ou entendre les vérités que l'artiste ou que le dandy dévoile. Après, en quoi les gens comme nous peuvent être scandaleuses, c'est que nous, on vit comme ça constamment. Donc, je passe dans la rue, on me demande si je fais du cinéma ou du théâtre, c'est parce qu'ils essayent de me caser. Ça les rassure, ça. Ils se disent, oui, mais lui, il est un acteur. Vous êtes artiste? Oui, je suis artiste. Ah, heureusement, je pensais que vous étiez fou. Mais en effet, oui, peut-être. Mais qu'importe, comme un artiste, le dandy trouve justement un sens à sa vie en habitant à la fois la douleur et la joie d'une certaine quête de vérité. Et il serait intolérable pour lui de fonder son existence sur des faux-semblants et des mensonges. J'aimerais conclure cette vidéo avec une formule de Schopenhauer qui est reprise par Nietzsche dans le texte qu'il lui consacre, également dans ses considérations intempestives. Elle est peut-être un peu grandiloquente, mais je la trouve néanmoins très belle. Une vie heureuse est impossible. Ce que l'homme peut réaliser de plus haut, c'est une vie héroïque. Celui-là mène une vie héroïque qui lutte de toutes les manières et dans toutes les circonstances contre les difficultés immenses, dans l'intérêt de tous et qui finit par vaincre, mais qui n'en est que mal ou nullement récompensé. Son vouloir, mortifié toute sa vie par l'effort et le travail, l'insuccès et l'ingratitude du monde, s'éteindra dans le nirvana. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux ce qu'est le dandysme. Elle est plus longue que d'habitude, mais j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement et de prendre autant de temps que nécessaire pour le faire. Si vous voulez en savoir plus, l'un de mes premiers essais, Moyen d'accès au monde, prend justement le dandysme comme fil conducteur de son propos. Je crois qu'il est toujours disponible chez l'éditeur. J'espère en tout cas que vous aurez compris qu'on peut peut-être s'acheter une panoplie de gentleman ou une panoplie d'excentrique, mais qu'on ne peut pas s'acheter une panoplie de dandy, au même titre qu'on ne peut pas acheter toute faite la panoplie de sa propre vie. Alors comme on dit, si vous trouvez cette chaîne intéressante, je vous encourage à la partager, à liker cette vidéo, à vous abonner, à en parler à votre mère, votre voisin, votre cousin, à imprimer des affiches 4x3 et à les coller partout dans votre rue en courant tout nu et en disant « Ah, c'est super cette chaîne !» Voilà. Et puis après le générique, pour ceux qui veulent, je vous réserve un petit bonus puisque, comme vous l'aurez compris, en ce moment, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de faire plein de conneries, j'ai envie de... Voilà, j'ai fait des vidéos qui durent une éternité, voilà, 20, 30 minutes, 50 minutes. Cette vidéo ne va jamais s'arrêter, en fait. Nous allons rester là, dans une faille spatio-temporelle de YouTube, où je vais vous parler avec un accent italien pas possible. Musique, s'il vous plaît, la musique, oui. Avec de la musique derrière, et cette vidéo ne va jamais s'arrêter. C'est ça un peu le dandysme. Le dandysme, en fait, c'est une sorte de grande vidéo YouTube que chacun peut s'approprier ou réinventer et qui ne terminera jamais, comme la tentative de tous les êtres humains ou de certains êtres humains d'être un peu dignes. Voilà, c'est ça l'ambiance. Et donc je vous retrouve tout à l'heure pour le bonus qui est après la vidéo. Ciao, salut. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Voilà, alors je vous ai promis un bonus.
Un bonus qui n'a absolument rien de philosophique et qui, comme on l'a expliqué, n'a strictement rien à voir avec l'essence même du dandysme, mais voilà, c'est comme ça. C'est comment, effectivement, nouer correctement un nœud papillon. Alors d'abord, évidemment, le principe de base, c'est que vous allez me faire plaisir, vous n'allez pas acheter un nœud papillon qui est déjà noué, puisqu'il faut que votre nœud papillon ait quelque chose d'un peu naturel. Donc, vous passez le nœud papillon comme ceci. Alors évidemment, c'est toujours quand on veut essayer d'expliquer qu'on n'y arrive plus du tout. Vous allez commencer par faire un nœud, comme ça. Vous passez par-dessus, par en dessous. Hop, et vous avez effectivement un nœud. Puis vous allez prendre le premier brin et vous allez le plier comme ça. Alors vous voyez qu'il fait la forme d'un nœud papillon, comme ceci. Voilà. Puis vous allez passer l'autre au-dessus, vous faites le tour et vous l'enfoncez dedans comme ça par l'arrière, comme cela. Je sens que ça va te donner vraiment n'importe quoi puisque je le fais un peu à l'aveugle. Et à ce moment là vous avez le nœud papillon qui est formé, puis vous allez le resserrer comme ceci afin de lui donner la forme qui vous convient. Je me rapproche un peu parce que comme ça je peux voir. Voilà. Voilà. Et alors l'idée d'un nœud papillon, évidemment, c'est qu'il faut que ça ait l'air noué. Alors il y avait un fameux dandy, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était peut-être Robert de Montesquieu, qui disait qu'il fallait passer des heures à nouer sa cravate pour donner l'impression qu'on l'avait noué en quelques secondes. Alors c'est un peu le même état d'esprit quand on fait un nœud papillon. Il ne faut pas qu'il ressemble à un nœud papillon tout fait et figé et tout raide. Il faut qu'il ait quelque chose d'un peu désordonné, évidemment, mais dans la condition que ce soit très 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 ordonné quand même. C'est ça le dandysme. Hein. Voilà. Spéciale dédicace à ma copine Virginie qui déteste les nœuds papillons. Je t'emmerde. Et parce qu'elle déteste parce qu'elle n'a pas compris la différence entre le nœud papillon en tergale du vieux prof qui essaye d'être original mais qui n'y arrive pas, et le vrai beau nœud papillon qui est ici un peu mal noué, mais qui est à mon avis quand même parfois très beau. Voilà. Cette vidéo c'est un peu n'importe quoi, j'assume. A bientôt. La prochaine fois, je vous expliquerai comment bien cirer vos chaussures. Salut!